Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale réalisée dans le cadre de la célébration du 24e anniversaire de la Fête du Trône, une émission consacrée ce soir à la consolidation institutionnelle au Maroc. Et c'est en 2011 que je vous propose de positionner le curseur de départ avec la Constitution de la même année, un tournant décisif dans l'évolution de la gouvernance publique au Maroc, tournant impulsé par le roi Mohamed VI et qui a donné lieu à un processus irréversible de réforme structurelle pour consacrer l'état de droit, mais aussi moderniser les structures de développement économique et social. Alors cette réforme constitutionnelle de 2011 a permis une accélération du processus de mise à niveau institutionnel, mais aussi une transformation, nous en parlerons, du mode de gouvernance publique en termes de transparence, de redevabilité et d'ouverture sur les citoyens marocains. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de ce travail sur la qualité de la législation dans notre pays en matière de justice, d'économie, d'investissement, d'éducation, de gestion de la gouvernance de l'eau, aussi un secteur névralgique, tout comme celui de l'agriculture ou encore de la régulation de l'audiovisuel, sans oublier les droits de l'homme, la parité hommes-femmes ou encore le rapport et la contribution des Marocains du monde au développement du royaume. Autant de chantiers érigés en priorité par l'action royale, de véritables gages d'une vie politique stable et efficace au service des Marocains. On en parle ce soir en compagnie de mes invités que j'ai le plaisir de recevoir en plateau, à commencer par monsieur Hassan Alaoui, directeur et cofondateur du Maroc Diplomatique. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. À ses côtés, professeur Moustapha Shimi, politologue et professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat. Bienvenue à vous, professeur. Bonsoir. Et c'est aussi un plaisir de recevoir le professeur Zakaria Abou Dahab avec nous sur ce plateau, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bienvenue à vous tous. Merci. Alors le Maroc, un pays d'institutions dont le rôle a clairement été modernisé par la Constitution de 2011. Et c'est avec vous, professeur Abou Dahab, que je vais commencer sur ce point. La Constitution par la forme et le fond, le contenu et le contenant. Il y a d'abord un style, le style c'est l'homme, comme fait le roi Hassan II ne cessait de le dire et de le ressasser à son successeur, le roi Mohamed VI. C'est que d'abord, on a géré géopolitiquement toutes les tensions qui ont éclaté à partir de 2011 dans pas mal de pays arabes. Et le Maroc, encore une fois, à travers sa singularité, son exceptionnalisme, a pu fonder un consensus, le refonder plutôt, et donner également un coup de fouet à des réformes qui ont été amorcées ou encore consolidées par la Constitution de 2011. Par le contenu, c'est un contenu qui est substantiel, feuille de route qui est plus que décennale, si vous voulez, qui avait consolidé des acquis en même temps, qui a intégré un certain nombre de questions nouvelles, la question de la parité, l'article 19, les institutions de bonne gouvernance, Conseil de la concurrence, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas partis de rien, mais je crois que cela renforce encore une fois cette idée sur laquelle le Maroc a une véritable singularité par rapport à la région MENA, Middle East and North Africa. Aujourd'hui, on peut être fier d'un bilan qui est très positif par rapport d'abord à cette période qui est venue après 2011, dans le sens où elle a encore une fois renforcer la stabilité du Maroc dans une région qui est pleine de turbulences. Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe. Et deuxièmement, ça a renforcé sa cote diplomatique et en même temps amorcé encore une fois un nouveau processus, une nouvelle séquence en termes de développement territorial. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, déjà nous sommes dans une trajectoire de consolidation, de développement. Il y a encore des questions évidemment à parachever, mais je crois que nous avons pris le bon départ. Nous sommes donc sur le chemin effectivement de cette consolidation institutionnelle. Qui dit institution dit aussi parlement. Ce sont quand même les institutions, on va dire, piliers du pays, avec les deux chambres, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers. Professeur Abou Dahab parlait d'un bilan constructif et positif, notamment avec cette singularité du Maroc dans la région MENA. Quel bilan, quelle conclusion tirer de cette action parlementaire au Maroc aujourd'hui, professeur Sreng? Le bilan des différentes institutions, évidemment, est à établir, mais il procède d'une démarche. La Constitution 2011 est tout à fait notable et structurante à cet égard,
mais cette Constitution de 2011 répond à 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est dès les premiers mois, je dis bien dès les premiers mois de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône, il y a eu des discours qui ont préfiguré et annoncé un projet de société. Projet de société moderniste, démocratique, solidaire, etc. C'est extrêmement important. Et cette vision, évidemment, elle a été enrichie au fil des ans, mais dès les premiers mois, il y avait ce projet de société qui est important. Alors, évidemment, ça a conduit à un certain nombre de réformes sur lesquelles on va revenir, évidemment. Code de la famille, tout le reste, l'instance équité et réconciliation, l'apurement d'un certain nombre de dossiers du passé, tout ça, ce sont de grandes avancées. Mais avec la Constitution de 2011, ça a été une réponse ingénieuse et courageuse à une situation particulière. Au moment où un certain nombre de pays arabes se trouvaient confrontés et mis à bas, si je puis dire, du fait d'une contestation populaire, le souverain a eu la sagacité de prendre en charge des demandes, des questions, des aspirations et de les formuler, c'est-à-dire apporter une réponse institutionnelle et politique à une demande de l'opinion publique légitime. Le discours du 14 mars 2011, tout à fait significatif à cet égard, avec cette Constitution. Cette Constitution marque de grandes avancées et elle est, je pèse mes mots, elle est exemplaire. C'est une Constitution d'avant-garde. Faites un tableau comparatif de la Constitution marocaine avec les constitutions des pays maghrébins, arabes, etc., vous allez voir la différence. En quoi c'est une innovation majeure dans la construction démocratique? D'abord, la monarchie est constitutionnalisée totalement. C'est important. Bien sûr que c'est un grand acquis, c'est-à-dire que le roi, donc, occupe un statut particulier au sein de la Constitution, avec des attributions qui ont été délimitées. Il est chef d'État, il est roi, il est Amir el-Mouminin, mais en même temps, il a délégué d'un certain nombre d'attributions au gouvernement. Le gouvernement a été constitutionnalisé. Ce n'était pas le cas dans les précédentes constitutions où le gouvernement n'était qu'un organe technique. Aujourd'hui, il est dans la Constitution avec des prérogatives importantes. Le statut du chef du gouvernement, maintenant on l'appelle chef du gouvernement, c'est plus Premier ministre, est rehaussé avec également des attributions intéressantes et élargies. Pour ce qui est du Parlement aussi, les attributions du Parlement donc sont élargies, les 2 chambres, Chambre des représentants et Chambre des conseillers, et c'est une directive, une orientation pour que l'institution parlementaire joue son rôle. Je note aussi, à propos du Parlement et en élargissant la problématique, l'un des acquis, le thème de cette émission, c'est la consolidation institutionnelle, l'un des acquis, c'est la stabilité. La stabilité. La stabilité. C'est un pays qui est stable, c'est un pays, il n'y a pas de convulsions, il n'y a pas de crise interne, etc. Deuxième élément qui va dans ce sens, c'est un pays qui respecte l'agenda électoral. Alors on va en parler et on va rester... C'est important, l'agenda électoral. Un pays qui respecte l'agenda électoral est un pays où il y a des institutions avec des calendriers. Je vous signale au passage, je finis avec ça, que quand il y a eu le Covid, un certain nombre de partis, 2021, c'était les élections qui étaient prévues normalement en 2021, avaient fait savoir qu'ils souhaitaient que les élections soient reportées du fait du Covid. La position de Sa Majesté était de dire non, il y a un agenda, on respecte l'agenda. Ça, c'est important. Alors, si Hassan Alaoui, professeur Sahimi vient de parler de stabilité comme pilier institutionnel du royaume, une constitution d'avant-garde pour servir un projet de société avec une vision royale. Quel est votre point de vue sur cet aspect-là? Alors moi, je voudrais fixer un point de départ avant toute chose, c'est que nous sommes ici aujourd'hui pour évidemment une émission qui est consacrée en principe et dans la pratique, dans la finalité, à la fête du trône, n'est-ce pas? D'où évidemment le souci de relancer un petit peu le débat sur les institutions, la Constitution et évidemment la démocratie marocaine. Je voudrais quand même signaler que Aïd el-Arj que nous célébrons, c'est un petit peu, il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler surtout,
la traduction d'un concept qui s'appelle l'alliance, je veux dire, entre le spirituel et le temporel. C'est ça. L'allégeance, c'est bien ça la définition de ce concept qui est ça. Et que nous célébrons chaque année, bien entendu, à l'occasion de la fête, ce qu'on appelle la fête du trône. Et c'est un fait marquant parce que c'est la date, c'est le moment fort du pays où le roi, n'est-ce pas, est hissé ou rehissé de nouveau à chaque fois sur le symbole du pays qui est le trône. À partir de là, tout ce qui est venu après, n'est-ce pas, un certain, 30 juillet 1999, c'est bien entendu l'arrivée de Sa Majesté sur le trône. Et ensuite, de là est parti évidemment l'acte d'allégeance qui a été renforcé, peut-être même revisité, comme on dit, transformé éventuellement comme on l'a vu, ne serait-ce qu'au niveau du discours qui est prononcé à chaque fois par le souverain, qui ne dure que 17 ou 18 minutes, pas plus. C'est un des traits importants du changement qui a été introduit. Et évidemment, à partir de là, c'est une série, si vous voulez, d'initiatives dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont marqué pendant 10 ans, toute une décennie, ce pays, la marche de ce pays. Et quelques mois après son intronisation, Sa Majesté, et je le répète, s'est rendu à Casablanca en visite, parce qu'il a commencé à voyager, en visite officielle, organisée à Casablanca. Et il a lancé ce qu'on a appelé le concept de l'autorité inédite, le nouveau concept de l'autorité. Et à partir de là, évidemment, c'est Mustapha et Zakaria l'ont dit, il y a eu tout un enchaînement, si vous voulez, d'événements et de réformes qui ont marqué les premières années avec beaucoup de choses. Ça va de l'INDH, ça va, qui a été créé donc en 2005, jusqu'à jusqu'à la Constitution, bien sûr, dont on a parlé à l'instant, qui est un acte fondamental où, je le souligne, la grande réforme, ça a été quand même le changement de qualificatif de ce qu'on appelait autrefois le Premier ministre et qui est devenu chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, tout à fait. Le chef du gouvernement, c'est une conception qui est absolument inédite dans l'histoire institutionnelle du Maroc. Mais il faut souligner qu'à côté de ça, le roi ne s'est pas écarté, si vous voulez, de l'activité politique. Il est resté. Le roi gouverne, je suis désolé de le dire, je le réaffirme, le roi inspire la politique étrangère, le roi prend toutes les initiatives qui ont marqué, si vous voulez, le champ de réforme pendant 10 ans et 15 ans, et aujourd'hui, on en est là, on continue, il est en train de transformer le visage de la diplomatie marocaine. On en reviendra, je veux dire, on y reviendra tout à l'heure. Et des institutions marocaines, des institutions venues renforcer cette législation marocaine, professeur Zakaria Aboudheb, pour matérialiser concrètement des réformes. Il y a la réforme de la justice, mais pas seulement. On peut peut-être commencer par celle-ci, par l'état de droit. Les institutions visent la durabilité et la pérennité des réformes enclenchées. Parce que l'institution, c'est un esprit aussi. Ça permet de mettre debout. Si on revient un peu à la littérature, entre autres française, les Horiot et j'en passe. Et donc, c'est de permettre effectivement de jouir un secteur ou un domaine d'une certaine durabilité. On parle alors de la personne morale qui peut, encore une fois, conduire ou commander un chantier de réforme. Évidemment, sous l'œil vigilant de Sa Majesté, qui en est le principal catalyseur, on le dit d'ailleurs, le trône des Alaouites est sur la selle de leurs chevaux. Et donc, cette tournée royale depuis le départ, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, ont permis quand même de recentrer, si vous voulez, le développement du Maroc sur les véritables priorités du pays. Et on peut parler de beaucoup de choses. Dès le départ, il faut le dire, Sa Majesté a insisté sur la réforme de la justice. C'est la raison pour laquelle il avait créé une commission précisément sur la réforme globale de la justice. Que ce ne soit pas seulement sectoriel, mais qui aille dans tous les sens, commercial, investissement, etc. Parce qu'au final, on peut aujourd'hui, après plusieurs années de mise en œuvre, avoir un regard panoramique sur les réalisations par-ci, par-là. Et je crois que c'est un secteur qui est stratégique. Certes, il y a encore des choses à compléter, on le sait. Il n'est pas facile, encore une fois, de réformer un secteur avec des problématiques sociales, territoriales, etc. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris le bon départ et aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'avoir une haute autorité du pouvoir judiciaire que pratiquement les magistrats, par exemple, sont protégés de par leur, ce qu'on appelle inamovibilité,
C'est-à-dire, c'est un principe qui est constitutionnel. Donc, ils peuvent sentir une protection aujourd'hui, une indépendance, parce que ça parachève ce qu'on appelle les éléments d'un état de droit. Et je crois qu'encore une fois, sur ce plan-là, la réforme de la justice a été l'une des priorités stratégiques de Sa Majesté. Et nous sommes dans cette dynamique fondamentale. Une réforme de la justice donc, qui est en plein essor. Cette durabilité des institutions qui sert ces réformes, professeur Sahimi, il y a la réforme de la justice, il y en a d'autres également. Il y a eu des urgences cette année, ces derniers temps, et il y a eu aussi cette urgence sociale. Oui, bien sûr. Mais d'abord, ceci sur la justice, pour compléter ce qu'a dit mon collègue et ami. Qui est lié au social, d'ailleurs. Voilà, oui, c'est lié. C'est lié, vous allez voir pourquoi. Le premier droit d'un citoyen, c'est le droit à la justice. Ça fait partie des droits fondamentaux. Bien, donc ça, c'est connu, il faut le rappeler. Ce qui est de la justice, c'est un système tout à fait inédit qui a été mis sur pied. C'est l'article 107 de la Constitution qui dit que la justice est un pouvoir autonome, indépendant. Je dis bien pouvoir et non pas autorité. Ça nous distingue de dizaines de pays. Je vais vous donner un exemple. Sur les 27 pays de l'Union européenne qui se présentent volontiers comme l'affiche de la justice et de la démocratie, il y a 18 qui n'instaure pas le principe d'indépendance de la justice. Mieux encore, en France, la justice n'est pas un pouvoir indépendant consacré par la Constitution. Mais oui, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que la politique pénale des juridictions est dictée et imprimée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les gens ne le savent pas, mais il faut rappeler ça. Maintenant, pour ce qui est du social, premier point, c'est extrêmement important dans l'univers conceptuel et politique de Sa Majesté le Roi. Je vous propose ceci. Sa fibre sociale, une fibre sociale authentique. Il l'avait déjà, on le sait, comme prince héritier. Et le souverain s'est beaucoup préoccupé de la question sociale. Et il avait dit une fois dans une déclaration, il y a tellement de choses à faire sur ce plan-là. Et son souci, c'était de se préoccuper évidemment du rang du Maroc sur la scène internationale, comme son père Hassan II, où il y avait une vision gaullienne de la politique étrangère du rang Maroc. Sa Majesté Mohamed VI, il a pris en compte évidemment le rang du Maroc, mais s'est préoccupé de manière prioritaire des Marocains, c'est-à-dire leurs conditions de vie, de travail. Telle enseigne que s'est préoccupé un certain nombre de secteurs qui étaient marginalisés, les handicapés, les jeunes, les vieux, les femmes, les détenus, tous les programmes de réinsertion qui sont faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-marocains. Tout le monde a droit donc à l'éligibilité à des mesures sociales. On a parlé de l'INDH, évidemment, c'est une grande opération sociale en complément des politiques publiques qui est venue donc prendre en charge un certain nombre de secteurs vulnérables, notamment dans le monde rural, pour faire quoi ? Pour une politique de soutien pour qu'il y ait une économie inclusive, c'est-à-dire création de revenus, amélioration, etc. Il y a tout le reste maintenant qui revient, le social toujours, la question de la santé. C'est fondamental, c'est un des grands chantiers du règne. Alors évidemment, ça a été activé et remis sur la table avec la pandémie Covid-1, Covid-2, mais c'est fondamental ce qui a été fait. La mobilisation qui a été faite au Maroc pour les campagnes de vaccination, elle est exemplaire à l'international, elle est citée en exemple. S'y ajoute de manière stratégique la protection sociale. Tout à fait, la ça a été cité en exemple. La protection sociale, c'est un grand chantier qui a comme horizon 2030 et qui a des effets exceptionnels sur la prise en charge d'un certain nombre de catégories qui en étaient exclues, la prise en charge médicale,
la carte AMO, il y a eu le RAMED, puis la carte AMO, des professions qui étaient écartées, les allocations familiales, 2024, l'indemnité perte d'emploi, etc. C'est un budget fantastique. Un budget fantastique. De 50 milliards de dirhams. On va poursuivre avec c'est quelque chose d'important. La fibre sociale qui est importante, et vous avez raison de le rappeler, professeur Slimhi, avec cette urgence sociale de ces derniers temps, celle de la cherté des prix, dans un contexte quand même difficile ces derniers mois, ces dernières années, et dans lequel le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a recommandé la mise en place du registre social unifié, également pour ce qu'il appelle un ciblage optimal des aides aux plus défavorisés. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, Sia Alaoui? Écoutez, pour ce qui est de l'inflation, je trouve que le Maroc s'inscrit dans une tradition que tous les pays en ce moment connaissent, depuis évidemment la pandémie du Covid-19. Et comme l'ont dit mes amis, cela a été, je veux dire, géré d'une manière, avec une méthode exemplaire. C'est que le roi lui-même, personnellement, s'est impliqué. Il s'est impliqué parce qu'il a poussé à la création et à la construction de centres, si vous voulez, de fabrication de médicaments, n'est-ce pas, de masques, une politique de présence. Les banquiers ont été réunis, n'est-ce pas, les industriels, je veux dire, du médicament aussi. Et on a lancé une politique qui a été même exportée. Et ce qu'on oublie de souligner, en l'occurrence, c'est un petit peu la présence à ce niveau-là du Royaume du Maroc en Afrique, parce qu'on ne le sait pas, y compris la Tunisie, y compris, je veux dire, les pays proches, ou même des masques ont été envoyés en France, la grande France, qui n'arrivait pas à satisfaire les besoins. Au début de la pandémie, on s'en souvient très bien, tout effectivement. Tout à fait. Les avions, on s'en souvient, qui faisaient les voyages intermittents entre la Chine et le Maroc pour apporter les produits. Nous avons fabriqué nos vaccins. Et donc, là, c'est j'allais dire, une politique volontariste qui est essentiellement, je vais dire, due à la volonté royale, n'est-ce pas? Et à côté, mes amis l'ont souligné, il y a, je veux dire, les institutionnels, je veux dire, exemples comme l'AMO, comme la protection sociale qui est en train de... Ça devient un chantier exemplaire que aujourd'hui les pays copient, n'est-ce pas? On pourra vérifier ça dans 2 ou 3 ans encore, parce que tout le monde, toute la population, Inch'Allah, sera couverte. Donc, sur ce plan, la politique sociale royale, elle est indéniable. J'ajouterai que, ça a été souligné, il y avait le lancement d'une politique, ce qu'on appelle de proximité royale, qui n'existait nulle part, qui n'existe nulle part. Le roi se déplaçait personnellement dans tous les villages reculés. Et je rappelais évidemment l'autre jour que dans la région d'Oujda, un petit village à Beni Mtahar, le roi s'est rendu dans un village inopinément, on ne l'attendait pas, n'est-ce pas? Et dans ce village habitent une centaine de personnes, c'est tout. Et vous savez la réaction d'un vieux personnage qui était là, il a dit, nous on attendait, ça fait 20 ans qu'on attendait la visite du Qaïd, et finalement c'est le roi qui arrive. Et ça c'est exemplaire, cette posture que le roi a adoptée dès le départ. Cette politique de proximité royale, qui n'existe nulle part, et c'est le roi Mohammed VI qui l'a inauguré, qui l'a renforcé, qui lui donne un sens et un corps. Et c'est pour ça qu'il faut absolument garder à l'esprit, si vous voulez, cette vision du peuple, être proche de son peuple, se soucier de son peuple. Et il s'en soucie de son peuple. Demander à son gouvernement régulièrement de faire attention au peuple. De surveiller, comme vous disiez tout à l'heure, les prix et la cherté de la vie. Et il le fait puisque cette politique de proximité royale se vérifie aussi dans le secteur névralgique qui est le secteur agricole. Il y a eu au mois d'avril 2023 des subventions importantes également qui commencent à porter leurs fruits également. Il y a, je le crois d'abord, le paradigme marocain, c'est un paradigme qui est très intelligent. Il est ordonné sur également les dernières best practices, les meilleures pratiques internationales. Je m'en souviens, à un moment donné, on parlait, il faut passer maintenant de l'ajustement structurel, financier, économique à l'ajustement social. Et à partir de ce moment-là, tout le débat sur le ciblage que vous avez évoqué, les filets de sécurité, l'état social, etc., a été intégré
au niveau marocain. Deux, je vois aussi un style royal qui est, on va dire, l'ADN marocain. C'est l'approche consultative, inclusive, cette manière à chaque fois d'associer la majorité, créer des commissions de consultation, la réforme du Code de la famille, et j'en passe. Vous savez, le bilan est largement substantiel. Troisième aspect, l'agriculture, c'est important. Vous savez, depuis longtemps d'ailleurs, c'est un secteur qui a été exonéré. Deux, nous avons des surfaces qui sont arables, mais le problème c'est la question de l'irrigation et donc comment faire en sorte que le Maroc vivant des années de sécheresse de façon structurelle, on peut transformer cela en atout. Et justement, on s'en souvient, ce n'est même pas une année lorsque Sa Majesté le Roi a rappelé la nécessité d'abord de rationaliser l'utilisation de l'eau à travers un certain nombre de mesures. Je crois que nous sommes peut-être les seuls à l'échelle continentale à avoir pensé à faire ce qu'on appelle le raccordement entre les régions excédentaires et celles qui souffrent d'un déficit hydrique. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette trajectoire qui est extrêmement importante. Évidemment, il y a toujours un certain nombre de projets, mais rappelons quand même qu'il y avait la stratégie décennale du plan Maroc vert, qui s'est terminé dans un premier temps en 2019. Oui. On a lancé Génération Green et aujourd'hui, nous sommes dans une démarche, encore une fois, d'utilisation des meilleures technologies pour faire en sorte que le Maroc soit ou redevienne une puissance agricole. Vous savez, du temps des Romains, on parlait du grenier de l'Afrique du Nord, ce qui fait que nous avons ce pouvoir vert. Il est considérable, Sa Majesté le sait très très bien, et le Maroc, encore une fois, a réalisé sur ce plan pas mal d'actions très positives. Sur l'agriculture, si vous le permettez, oui, ceci. C'est 40% de l'emploi au Maroc, c'est un emploi dans l'agriculture. Oui. La question sociale, elle est aussi là. Le fait que le 40% donc de l'emploi, c'est dans le secteur agricole. La place ensuite de l'agriculture dans le PIB, c'est 15%. C'est fondamental. Le tourisme, c'est 6%, etc. Donc c'est fondamental. Alors c'est pour dire qu'il y a eu une stratégie, c'est-à-dire de valorisation des techniques culturelles, ensuite une modernisation, ensuite une agrégation des paysans dans des structures coopératives, et puis il y a là aussi la possibilité, ça c'est en cours encore pour l'instant, le discours royal d'il y a 3 ans sur la nécessité de promouvoir dans le monde rural des classes moyennes. Pourquoi ? C'est pour fixer les populations, pour mettre fin à l'exode rural et pour offrir aux jeunes agriculteurs, aux enfants des agriculteurs qui sont dans les lycées, dans les collèges, etc., des possibilités d'entrepreneuriat local et pas venir forcément rejoindre la ville où les possibilités d'emploi sont plus limitées. Voilà une stratégie intéressante. Une stratégie intéressante et on va poursuivre sur l'État social. Oui, Sir Alaoui, vous vouliez dire... Je voudrais juste ajouter une chose. Pour qu'on aborde un autre secteur névralgique. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul champ d'action ou d'activité, il n'y a pas un seul domaine où, si vous voulez, de la vie nationale, où le roi n'est pas présent, où sa marque n'a pas été imposée. Quelque part, là où vous allez trouver qu'il est passé par là, qu'il a inauguré, qu'il a mis en œuvre. Et ça va, comme on en parle en ce moment, on ne va pas oublier le tourisme, n'est-ce pas, qui est un secteur très important. Ça vient de souligner que ça ne représente que 6%, n'est-ce pas? Mais il est là, il est en train de se développer. C'est un pays à vocation du tourisme. Les technologies, n'en parlons pas. Tout. Bref, c'est-à-dire la main du roi, elle est partout. Une main heureuse, n'est-ce pas? Vertueuse. Et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer sur cette lancée. Ce n'est pas qu'une main, si vous le permettez, bien sûr, la main heureuse, mais c'est une capacité d'anticipation et d'impulsion et d'accompagnement de politique publique. Alors, comme vous parlez de capacité d'anticipation et d'avenir, et donc de jeunesse, je vous propose d'aborder un autre secteur névralgique qui est celui de l'éducation. L'éducation, un énorme chantier également. Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique a dévoilé donc les nouveaux contours de sa démarche avec un nouveau modèle pédagogique. On va d'abord parler de cette démarche et de cette réforme en devenir et aussi du fameux projet des écoles pionnières dans un second temps. Alors, c'est un secteur névralgique, c'est fondamental puisque le capital humain, d'abord, il faut le rappeler, a été au cœur même du projet de nouveau modèle de développement du pays, de développement global et intégré.
qui met l'humain au centre de toutes les préoccupations. Sécurité humaine, c'est un paradigme que le Maroc a intégré grâce précisément à l'action royale. Deux, c'est vrai que depuis le départ, 99, c'est-à-dire l'intronisation de Sa Majesté le Roi, il a lancé ce chantier, et je m'en souviens, c'était en 2000, où l'idée de réformer en profondeur ce secteur a pris du chemin. Tant bien que mal, nous avons pu quand même réaliser pas mal d'actions très positives, par exemple l'adoption du régime système 3, 5, 8, 3 années la licence, 5 ans le master, 8 ans le doctorat, mais qui a fait montre d'un certain nombre de limites parce qu'il fallait, si vous voulez, revoir un peu l'architecture pédagogique dans le sens où il n'était pas toujours, comment dirais-je, question d'adéquation de l'offre de formation avec les nécessités de l'employabilité. Sachant bien, comme vous le savez, le monde de l'emploi est très flexible. Il mute avec les technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Nous sommes à point nommé. Pourquoi ? Parce que récemment, il y a quelques jours, le gouvernement, en conseil de gouvernement, a adopté au final la réforme qui devrait entrer en vigueur à partir de la prochaine rentrée de l'enseignement supérieur, septembre donc 2023, avec cette idée qui est focalisée sur les compétences, sur les soft skills, sur l'autonomisation, sur les crédits. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un conseil comme le Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique, parce que c'est une aide à la décision, mais au final, c'est une réforme qui doit être appropriée. Elle doit commencer par le bas, parce que même l'école n'a pas été oubliée. Elle doit commencer par le bas, effectivement, et avec aussi ce même paradigme que vous exploriez à l'instant, soft skills, autonomie, des compétences aussi qui ne sont pas forcément ce qu'on appelle des compétences dures, les hard skills, et ça vaut aussi pour ce fameux projet de la rentrée là, du primaire, les fameuses écoles pionnières. Une parenthèse et je laisse la parole. Oui. Hier, M. Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que toute cette histoire malheureuse de départ des gens qui abandonnent l'école, la déperdition scolaire, va être réduite de 30%. C'est une bonne nouvelle. Et il s'est engagé personnellement. Ça fait partie des objectifs, justement, de ce projet-là, en effet. L'un des grands budgets sociaux au Maroc, c'est l'éducation nationale. Et l'armée. Non, sociaux. L'ensemble des budgets sociaux, c'est 52-53% du budget général de l'État. C'est important. Alors, dans cette masse-là, la première place revient à l'éducation nationale, qui est le premier employeur. Et oui, le premier employeur et qui a la charge budgétaire la plus importante. Fondamentalement, on a essayé un certain nombre de choses qui ont donné des résultats partiels, etc. Mais il y a eu une nécessité d'une mise à plat de tout ce qui avait été fait. Je pense que ce qui avait été fait au niveau de la COSEF, au niveau du Conseil supérieur de l'éducation lors de la précédente décennie, etc. Maintenant, les choses sont sur les rails de manière optimale. Pour ce qui est du choix et de la priorité à donner à l'université, ça a été dit, au centre de recherche. L'avenir, c'est l'université, l'avenir, c'est la recherche, et c'est son impact technologique et autres. L'avenir, c'est la réforme de l'école. C'est fondamental. Rien ne pourra être entrepris s'il n'y a pas une mobilisation de l'école publique. Nous sommes dans un système mixte, vous savez, où il y a l'école publique et l'école privée. L'école privée, elle est dans un périmètre, c'est environ 15% des effectifs scolaires. L'école publique doit bénéficier donc d'une consolidation. Et il y a une réflexion qui est menée à ce sujet avec cette proposition d'école pionnière. C'est quoi les écoles pionnières ? C'est-à-dire qu'on ne va pas faire avancer tout le monde de la même façon dans toutes les villes, etc. Il faudra qu'il y ait un créneau d'écoles pionnières qui, par la modernité, l'innovation de leur méthode pédagogique, de leur encadrement, de leur insertion dans les nouvelles technologies, etc., vont tirer le reste des grandes écoles. C'est fondamental. Parce que ce qui a manqué aujourd'hui, c'est une dynamique. On a voulu réformer partout de la même façon, mais il faut qu'il y ait des vecteurs et des dynamos qui sont en mesure de conduire le changement espéré. Et c'est fondamental, c'est-à-dire le développement réussi, c'est un développement où l'éducation aura sa place, avec ce s'implique, parce que c'est fondamental. Un pays développé, c'est un pays où il y a une place particulière donnée à l'éducation. Prenez les pays asiatiques,
c'est 98% d'alphabétisation en Corée, en Malaisie, ailleurs, etc. Avec, pas simplement ça, c'est pas que quantitatif, c'est qualitatif, c'est-à-dire la place donnée à la technologie et aux nouvelles méthodes pédagogiques. Alors, un pays développé, vous le disiez à l'instant, professeur Srimi, c'est un pays où l'éducation a sa place. Un pays développé, c'est aussi un pays où il y a une pluralité d'expression au niveau audiovisuel notamment, et dans la presse. Je m'adresse à vous, c'est Hassan Alaoui, cofondateur du Maroc diplomatique, pour nous parler de cette institution qu'est la ACA. La haute autorité de la communication audiovisuelle, qui est chargée de veiller au respect de l'expression pluraliste des opinions, qui est liée aussi à cette démocratie dont on parlait tout à l'heure. La ACA, heureusement que c'est une institution magnifique, heureusement qu'elle existe. Elle fait un travail fabuleux, significatif, et d'autant plus que quand même c'est une dame qui est, je veux dire, tout à son honneur, Latifa Kharbaj, qui dirige cette institution. Aujourd'hui, le travail, grâce à cette dame, et l'équipe qui l'entoure, un travail harmonieux, harmonisé, et évidemment, ça donne le temps. Ça moralise, parce que la mission de la ACA, c'est justement la haute autorité qui moralise un petit peu notre profession, ou la profession de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, à commencer par l'institution honorable où nous sommes ici, c'est quand même un champ d'ouverture exceptionnel du Maroc, n'est-ce pas, avec des compétences qui lui sont propres, une mission définie, et donc, pour ce qui est, je veux dire, des libertés, le Maroc, quand même, peut se prévaloir de cultiver les libertés d'une manière générale, grâce, encore une fois, à Sa Majesté le Roi qui veille au grain, si vous permettez l'expression, et grâce aussi à la communauté, si vous voulez, de la presse et de l'audiovisuel, de la presse écrite et tout, qui exerce un petit peu leur talent très librement. Vous n'avez qu'à voir le nombre de sites qu'il y a. Tout à fait. C'est presque 1000 sites, tout aussi, je veux dire, valables, mis à part quelques-uns, évidemment, dont il faut moraliser la règle, mais la liberté des sites, la liberté des journaux, en dépasse l'entendement, comme on dit. Donc, ça aussi, c'est une magnifique, je veux dire, ouverture du Maroc sur ce secteur précisément. Ouverture du Maroc au Maroc et une ouverture aussi du Maroc sur le continent africain. La ACA travaille aussi beaucoup sur le continent. Voilà. Tout à fait. Moi, je vous dis, la ACA, c'est un exemple. Voilà. Sur ce qui a été dit, je voudrais rajouter ceci. Ce qui est fondamental en tendance lourde, c'est l'élargissement des espaces médiatiques. Ouais. Et oui, il faut le dire. Nous avons plus d'une quinzaine de radios. Absolument. C'est extrêmement important. Nous avons une politique au niveau de l'audiovisuel qui est plurielle. Cette chaîne atteste bien de cette évolution-là. Alors que c'est une chaîne publique, bien. Il y a également un autre élément, c'est l'aide apportée à la presse écrite, qui est confrontée à la dureté d'un modèle économique contraignant. Et le gouvernement donc apporte, sur direction et orientation royale, une aide publique importante à la presse, à la presse écrite. Sans cette aide publique et budgétaire, tous les journaux auraient fermé en 2021-2022. Tout à fait. Du fait de la pandémie Covid-21, etc. Et continue donc avec un soutien qui est intéressant, etc. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ces aides financières, c'est un modèle démocratique et pluraliste du Maroc. C'est un Maroc pluriel qui doit avoir des raisons de continuer et de se consolider. À l'international, c'est une image d'un Maroc. Je le dis toujours à différents intervenants ici au Maroc ou à l'international quand ça m'arrive. Quel est le pays le plus ouvert sur le plan des droits et libertés ? C'est le Maroc. Prenez ce qui se passe dans des pays voisins, ailleurs, etc. C'est au Maroc qu'il y a des acquis, il y a parfois même des débordements, etc., du fait que la presse, des fois, ne respecte pas toujours les règles déontologiques, etc. Mais fondamentalement, il y a un état d'esprit. Ajoutez la place des réseaux sociaux. Nous avons 22 millions d'internautes au Maroc. Regardez ce bouillonnement démocratique qu'il y a sur les réseaux sociaux.
c'est l'expression d'une citoyenneté. Tout à fait. C'est brouillon, c'est confus, mais il y a une effervescence, il y a quelque chose qui vit dans cette société. Cette expression de citoyenneté que vous citiez à l'instant, que vous mentionniez à l'instant, professeur Slimhi, pour poursuivre avec ce Maroc pluriel, ce Maroc pluraliste, et ces Marocains du Maroc et ces Marocains de l'extérieur aussi, et le travail aussi qui est effectué par une autre institution importante aussi, et qui fait ce trait d'union, c'est le Conseil de la communauté des Marocains à l'étranger. C'est un dossier important aussi, qui a été souligné et qui a été valorisé par le roi également. C'est un secteur stratégique qui consolide l'approche royale, du fait que Sa Majesté a une fibre très particulière par rapport à ces sujets, aux ressortissants marocains se trouvant à l'étranger, qui, grosso modo, peuvent facilement atteindre les 5 millions, d'après toutes les bonnes estimations. C'est une communauté, j'allais même dire une sorte de diaspora, mais qui fait honneur au Maroc dans le sens où il y a des compétences, il y a des médecins, des ingénieurs, des avocats, des professeurs et d'autres, et des talents également sportifs et ainsi de suite. La démarche, encore une fois, marocaine, c'est une démarche d'inclusion depuis le départ, je pense même, c'était à partir de 2006. Il y a eu cette idée à la suite précisément du rapport qui a été rendu par l'instance Équité et Réconciliation. Comment faire en sorte d'intégrer tous les Marocains, y compris ceux de confession juive. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce sont des émissaires du Maroc, ce sont des ambassadeurs du Maroc également. Et donc, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, avec donc l'installation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des travaux qui ont été menés dans ce sens-là. C'est-à-dire comment associer les Marocains à la prise de décision, et évidemment c'est inévitable de ne pas mentionner le droit à la participation politique tel que conçu dans la Constitution qui, hélas, jusqu'à aujourd'hui n'est pas opérationnel pour plusieurs raisons. On n'a pas le temps de développer des questions de technique électorale, etc. Mais le besoin est là, il est exprimé par ces Marocains du monde. Je voudrais quand même dire une chose, parce qu'il faut voir également l'autre aspect de la chose, ce sont les serviteurs de ce pays à l'étranger, que sont les ambassadeurs et les consuls généraux et les diplomates de façon générale. Parce qu'ils font un travail extraordinaire, et c'était d'ailleurs à la suite de l'invitation de Sa Majesté, il y a un fameux discours de 2015 qui a sonné comme un détonateur de la nécessité de faire en sorte que les Marocains à l'étranger soient servis, soit une approche de proximité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris que nous avons un continuum à l'étranger et que l'administration marocaine doit également servir avec les mêmes compétences nos ressortissants qui sont à l'étranger. C'est une fierté pour le Maroc. J'ai parlé des Marocains du monde. J'aurais voulu parler, vous vouliez ajouter 10 secondes, si vous le permettez, sur cette question les des Marocains du monde. D'abord, la sociologie est intéressante. Il y a 5 500 000 à peu près, d'après les estimations du ACP. 40%, ce sont des femmes. C'est un phénomène de féminisation. C'est exactement ce à quoi je voulais en venir. Des femmes marocaines au Maroc et à l'étranger aussi. Pardon, je voudrais ajouter un autre point. Ils sont en première ligne. Bien sûr. Le premier poste de la balance des paiements, c'est les transferts des MRE, 110 milliards de dirhams pour 2022, prévision 2023. Eh oui, c'est important. Et je rajoute... Encore un mot. Et ils sont en première ligne également pour la cause nationale. Bien sûr. Ils sont dans des ambassadeurs informels aussi. Ils sont dans des pays où il y a des environnements pas toujours favorables au Maroc pour des raisons connues, des groupuscules hostiles, tout ça. Eh bien, ils sont toujours en première ligne et on le voit quant à la mobilisation de ces Marocains du monde dans toutes les instances, sur toutes les plateformes, avec en plus un tissu associatif mobilisé, très dynamique, en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, ailleurs. Sur ce point, vous voulez rajouter à ces 5,5 millions donc, de Marocains à l'étranger, je rajouterai 1 million d'Israéliens marocains qui sont donc avec le Maroc et qui sont en Israël et qui se sentent aujourd'hui, actualité oblige, vraiment très, très mobilisés pour la défense du Maroc. Il faut ajouter, les chiffres donnent 800 000. 800 000 d'Israéliens d'origine marocaine, mais il faut rajouter des centaines de milliers, vous avez raison, New York, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. C'est extrêmement important. Bien sûr.
C'est un point important à souligner, effectivement, cette composante juive marocaine. Je propose de terminer, de conclure sur les droits. Et les derniers rapports du Conseil des droits de l'homme publiés et dont les avancées ont d'ailleurs été saluées à Genève ces derniers temps. Tout à fait. Je pense qu'il y a deux types de considérations. Il y a d'abord le fait de dire que le Maroc est dans la consolidation. La trajectoire a commencé il y a longtemps. On peut dire que début des années 90, il y a eu la création du Conseil consultatif des droits de l'homme qui s'est transformé en 2011 en un Conseil national des droits de l'homme qui a l'autosaisine et qui peut engager parfois des enquêtes, évidemment, et proposer des propositions opérationnelles à Sa Majesté, comme celle de 2013, pour intégrer une réforme profonde de l'immigration in situ au Maroc. Cela est le premier point. Toujours en corrélation avec ce premier point, à l'international, au niveau multilatéral, tous les États, les participants, les membres du Conseil des droits de l'homme au niveau de Genève saluent les réalisations, les avancées marocaines, toute proportion gardée, bien entendu. Deuxième élément, parfois vous avez des ONG qui ont des agendas politiques, Amnesty International et j'en passe. Et donc ce qui fait que ce que nous devons tout simplement faire, c'est de développer nos capacités de réponse à ce genre de rapports qui sont tangents et qui sont partiel, si vous voulez, et en même temps, ça nous permet de mieux comprendre parfois les logiques d'adossement avec des institutions comme le Parlement européen, on le sait. Ceci dit, nous avançons à notre rythme et le Maroc est encore une fois dans la consolidation au niveau des droits de l'homme, toutes catégories confondues. Une consolidation donc, pour la catégorie des droits de l'homme, professeur Ashimi, pour les femmes aussi, puisque finalement, on n'a fait qu'explorer la question. Oui, alors quand même sur les droits de l'homme, permettez-moi de vous indiquer que j'ai participé aux travaux des deux conseils des droits de l'homme en octobre dernier, en avril dernier, où il y avait le ministre de la Justice. Je peux vous dire que c'est un travail de fond qui est fait par un certain nombre d'autres pays, etc., pour ce qui se passe au Maroc, etc. Il y avait une vingtaine de pays. Et bien, je peux vous dire qu'il y a des recommandations, des observations, mais globalement, les motifs de satisfaction sont importants de la part de pays avec lesquels nous avons des relations particulières, je ne vais pas les citer, mais qui reconnaissent les acquis pour ce qui est du travail qui est fait par le Conseil national des droits de l'homme, pour ce qui est de la situation des droits de l'homme dans les provinces sahariennes, contrairement à la propagande des uns et des autres, etc., et qu'il y a une capitalisation, il y a des mesures, il y a une vision, et ça, c'est salué à l'international dans une instance comme le Conseil des droits de l'homme de Genève. Un dernier mot, Sir Alaoui, sur ce point. Moi, je partirai toujours de la création de la fameuse instance de réconciliation, donc présidée à l'époque par notre cher ami et défunt militant Sib Nskri, oui. Bonhomme qui a fait, bien sûr, qui avait fait la prison, mais qui est venu de Tiflet et tout, mais qui était très, je veux dire, très conscient des nouveaux enjeux du Maroc moderne, n'est-ce pas, et qui a vraiment donné une impulsion à cette instance. Et depuis lors, évidemment, qui a accompagné la politique de Sa Majesté le Roi, n'est-ce pas, j'allais dire, de réconciliation, d'ouverture, évidemment, de consolidation de toute cette vision nouvelle des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, le Maroc a donné l'exemple. D'ailleurs, dans plusieurs pays d'Afrique et même en Europe, certains se sont inspirés de la création de cette instance pour évidemment lancer des politiques de réconciliation nationale qui est devenu un des piliers du Maroc moderne aujourd'hui, grâce évidemment au souverain. Merci infiniment, ce sera le mot de la fin. C'est Hassan Alaoui pour votre participation. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Maroc diplomatique. Merci d'avoir été avec nous. Mes remerciements également vont au professeur Moustapha Ashimi, professeur de droit, politologue à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également au professeur Zakaria Aboudaha, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Et merci à vous également de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission spéciale dédiée à la consolidation institutionnelle au Maroc. Merci et excellente suite des programmes sur Média.